Bruno Leroux, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Avant d'évoquer les grands sujets économiques de cette actualité aéronautique, on va parler de votre passion pour l'aviation, car vous êtes un passionné d'aviation. Elle vient d'où? Très certainement comme des centaines de milliers de Français, d'abord en regardant le ciel, en se posant la simple question de comment ça vole, pourquoi ça vole, où ça va. Extraordinaire. Il y a cette magie de regarder un avion, d'imaginer une direction et de la raccrocher à des paysages, à des personnes, à des lieux. Et puis après, voilà, j'ai voulu au fur et à mesure, cette passion, je l'ai d'abord exercée en allant très jeune. J'ai eu la chance très très jeune que la terrasse d'Orly soit encore ouverte. Un peu plus maintenant, mais on allait le week-end. Chanté par Gilbert Bécaud. C'était une de mes demandes, le week-end, que d'aller sur la terrasse d'Orly, moi qui habitais dans le nord de Paris. Ensuite, d'essayer d'aller en bout de piste sur Roissy-Charles de Gaulle, dans les champs qu'il y avait encore partout autour. Alors c'est vrai que mes parents étaient plus en train de ramasser des fruits ou de regarder ce qu'il y avait. Et puis moi, en train de regarder ces avions qui atterrissaient ou décollaient. Et puis ensuite, les études étant terminées, ayant commencé à travailler, je me suis dit que c'était le moment de faire en sorte que cette passion ne soit pas uniquement une passion des yeux, mais qu'elle soit une passion aussi de la pratique. Et donc là, j'ai essayé de regarder ce qui volait, les avions, les parapentes, les planeurs, pour pouvoir goûter à cette joie. Et puis c'est vrai que depuis, je trouve ça, c'est difficile de s'en passer, c'est difficile de trouver du temps quand on fait autre chose. Bien sûr. Mais en même temps, voilà, c'est quelque chose qui est tellement dépaysant dans tous les sens du terme, pas simplement pour le saut de puce que l'on peut faire, mais cette capacité à faire des choses précises, puis en même temps, à voler, tout simplement voler. Vous volez beaucoup? Plus assez, mais je fais en sorte d'entretenir les choses. Et comme je n'ai plus totalement beaucoup de temps pour voler, eh bien, j'ai la chance d'avoir des amis qui savent la passion qui est la mienne et donc qui me font des propositions sur un temps limité où il n'y a pas tout le travail de préparation à faire et donc qui me permet de prendre moins de temps. Mais je sais en tout cas que le jour où j'aurai à nouveau un peu plus de temps, je reprendrai un peu plus d'heures de vol, je referai plus de choses parce que c'est une passion dont j'ai la conviction, celle-là, on ne me l'enlèvera jamais. En tout cas, je ne l'arrêterai jamais. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte, cette passion? Beaucoup de discussions, d'abord, parce que c'est un milieu de passionnés. Et donc, forcément, quand on y goûte, et quand on y pratique un peu, les différences se gomment. Être ce que je qualifie quelquefois de pilote de la semaine, pour ne pas dire le pilote du dimanche, ce pilote privé que je suis, quand on est dans les discussions avec ceux qui volent, il n'y a pas la différence sur le type de machine qui est le sien, le fait que ce soit une profession, pas une profession. Quand on est passionné, on est passionné. Et on trouve toujours un sujet. Et donc je pense que c'est peut-être ça d'ailleurs le premier élément important quand on vole, c'est la rencontre et la discussion que l'on a au sol. Ça, c'est un élément fondamental. Et puis ensuite, c'est cette capacité à connaître une machine, à pouvoir la maîtriser, se l'approprier, bien entendu à découvrir des choses et à faire découvrir. Moi, je suis toujours époustouflé en décollant de Pontoise de ce que l'on peut découvre. On n'a jamais totalement. Je vois la Pontoise. On n'a pas toujours, quand on part vers l'ouest, que l'on décide de prendre la Seine, de suivre ses méandres, de remonter jusqu'au Havre, mais on a toujours des choses que l'on n'a pas vues, des points de vue que l'on n'a pas eus, des taux d'humidité qui font que l'on va percevoir la rivière de façon totalement différente. Et tout ça, c'est des choses qui, en plus, avec le fait qu'aujourd'hui, on a un peu plus, dans les petits avions comme ceux-ci, un peu plus de moyens de voler sûrement, un peu plus de temps quelquefois même à consacrer à sa sécurité, à regarder autour de soi. Voilà, je prends beaucoup de plaisir à cela. Alors, on va évoquer à présent les gros avions, les sujets économiques du moment. Le pavillon français va mal, ce n'est pas une nouveauté. Hormis une seule compagnie, toutes les autres compagnies sont déficitaires. Vous avez, il y a quelques mois, publié un rapport avec quelques mesures. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu par le gouvernement? Parce qu'on a cette impression que justement ces mesures n'ont pas vraiment été mises en place encore. En tout cas, il y a quelque chose qui relève, et j'ai essayé de le faire percevoir dans ce rapport, du niveau de l'urgence. Pourquoi? Parce que les rapports, ils se sont accumulés ces dernières années. Et ils sont tous restés lettres mortes. Mais il n'y en a surtout aucun qui ait contredit le précédent.
la situation aujourd'hui du transport aérien français, du pavillon français dans le ciel est une situation grave, préoccupante, tout simplement parce que le secteur évolue, parce que la compétition évolue, et parce que la structure de nos compagnies, la façon dont elles ont pu évoluer, la façon dont elles sont attaquées, les mettent dans une situation difficile. Il y a même un rapport qui a été rendu il y a simplement quelques mois, quelques petites années, qui concluait comme un scénario possible, j'allais même dire probable, quand on voit la disparition du pavillon français. Et donc, quand il y a eu cette mission qui m'a été confiée, j'ai considéré que ce n'était pas une mission pour répéter un rapport. La situation, elle est connue. C'est donc un rapport pour faire des propositions. Et des propositions qui sont des propositions d'urgence, parce que la situation est grave. Et je pense que l'urgence a été perçue. En tout cas, j'ai voulu qu'elle soit perçue en prenant sans tarder, dans les jours qui ont suivi, une mesure qui était la mesure, pour moi, la mesure de la crédibilité du rapport. Celle qui permettait de dire l'État fait dans la première mesure, lui, le premier effort. En remettant sur le budget de l'aviation civile le surplus de taxes d'aviation civile qui était versé au budget général de l'État, qui apparaît difficilement compréhensible pour un secteur qui a peu d'aide, qui bénéficie peu d'ailleurs des mesures de compétitivité qui ont été mises en place par l'État. Et en même temps, pour nous servir tout de suite de cette rétrocession de taxes d'aviation civile pour supprimer la taxe d'aviation civile pour les passagers en correspondance, importante pour les compagnies aériennes, notamment la compagnie nationale, Air France, est importante pour les aéroports français. Ça, c'était la première mesure, la mesure de crédibilité. Mais s'il y en a qui pensent aujourd'hui, et notamment dans les cabinets ministériels, consentir avec cela uniquement, ils se trompent. Ça ne suffira pas. Il y avait 12 mesures. Je ne les ai pas hiérarchisées. Ou plutôt, je les ai hiérarchisées en 2 groupes de mesures. Celles qui devaient être immédiates et celles qui devaient être dans les prochains mois, pour bien montrer l'urgence de la situation. Il n'y a pas de mesure que l'on puisse décaler. Alors d'autres ont commencé à se mettre en place. Lesquelles ? Thierry Mandon, par exemple, s'est associé au travail qui est fait par la Direction générale de l'aviation civile pour faire en sorte que le chantier sur la simplification puisse avancer. Je ne le soupçonnais pas, mais pour les responsables de compagnie qui étaient dans le groupe de travail, c'est fondamental. Le poids de la réglementation, la lourdeur qu'il y a aujourd'hui, et sans attenter en rien à la nécessaire sûreté, au nécessaire contrôle du secteur, il y a là un gisement d'économie et de perte d'énergie qui est important, là encore, pour les compagnies. Mais je prends un autre domaine qui est celui de la concurrence loyale. On met souvent en avant le fait que dans le monde, il doit y avoir des règles pour une concurrence qui soit saine, une concurrence loyale. La concurrence n'est pas loyale aujourd'hui. Il y a des compagnies qui viennent nous attaquer avec des moyens, avec des aides, avec des subventions, avec des intégrations. Je pense aux compagnies du Golfe. Je pense aux compagnies du Golfe qui aujourd'hui, par les moyens dont elles disposent, par les bases dont elles disposent, par les aides de leur pays dont elles disposent, sont en situation de venir nous concurrencer sur nos marchés, monter en gamme très rapidement avec de nouveaux avions et petit à petit déplacer des passagers vers leur centre à eux, vers leur hub. Et petit à petit, si l'on ne fait rien, il y aura ce déplacement qui appauvrira aujourd'hui les plateformes françaises. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que nous avons une sage décision à continuer à bloquer ce que l'on appelle les droits de trafic. Quand on considère qu'il y a quelqu'un qui ne respecte pas la règle du jeu, il faut en tirer les conséquences. La conséquence a été que j'ai rencontré, dès le rapport publié, la nouvelle commissaire européen au transport pour lui dire que la base juridique sur laquelle nous fondions aujourd'hui le fait de refuser les droits de trafic devait être précisée et que l'Europe devait faire en sorte qu'il y ait une compétition saine et loyale qui puisse se mettre en œuvre. Mais Bruno Leroux, on sait très bien que derrière les droits de trafic, il y a d'autres intérêts économiques qui sont très important, l'achat d'avions notamment. Oui, mais toute la question est de savoir si pour un intérêt immédiat, on est prêt à faire disparaître quelque chose. Moi, je crois que la façon dont les avions ont un pavillon, c'est-à-dire la façon dont ils organisent leurs lignes, la façon dont ils organisent aujourd'hui la desserte d'un pays, ce qu'il y a aujourd'hui comme façon de penser avec Air France, c'est en même temps une activité qui s'opère à partir de la France, à partir de nos plateformes françaises, et notamment à partir de celles de Paris. Si demain il y a une disparition, et quand j'appelle disparition de la compagnie, je dis modification dans le capital, qui fasse que d'autres partenaires arrivent, est-ce que l'on concentrera les lignes qui sont aujourd'hui à Paris ? Est-ce qu'il y aura la même souveraineté pour la France ? Parce que je crois qu'aujourd'hui, quand on enlève les réseaux de télécommunications, les réseaux d'énergie,
La souveraineté d'un pays, elle est aussi à la façon dont il est relié au monde. Est-ce que les décisions pour relier la France au monde seront les mêmes demain avec une compagnie qui passera sous contrôle d'ailleurs, d'autres compagnies? Je ne le pense pas. Or, si demain, nous ne faisons pas, aujourd'hui, nous ne prenons pas les décisions, c'est ce qui peut arriver, notamment par un secteur qui est trop sous-capitalisé et qui est aujourd'hui à la merci de ceux qui peuvent venir, dans un premier temps, renforcer et ensuite changer l'économie de ce secteur pour notre pays. Et donc, quand j'en discute notamment avec Airbus, qui a la chance de vendre beaucoup d'avions, bien entendu que c'est une question qui leur est posée à tout moment dans un contrat, et notamment quand ils ont les avions qui sont achetés par les compagnies du Golfe et les droits de trafic. Aujourd'hui, ce que je leur conseille, et ce qu'ils font admirablement bien, c'est de dire la décision ne nous appartient pas. Il y a une décision de l'État français, nous la respectons parce que c'est celle de l'État français, mais si vous pensez que nos avions sont bons, s'ils sont meilleurs, eh bien vous pouvez les acheter indépendamment de cette question. Alors, vous l'avez dit, il y a urgence, ça, on est tous d'accord sur ce constat. Une mesure pour l'instant adoptée. Prochain mois, ça veut dire quoi concrètement? Il y a le feu. Oui, mais il y a eu plusieurs mesures. Le fait de remettre sur le budget général de l'État. Voilà, mais la taxe Chirac, je veux en parler. Bon, il se trouve que le gouvernement, j'avais fait une proposition qui était d'en changer l'assiette. Je pense que la France n'a pas intérêt, je ne souhaite pas demain qu'elle soit remise en cause par la France. C'est-à-dire que nous sortions de cette taxe consacrée aujourd'hui au développement, à la façon dont on peut essayer de lutter contre le sida en Afrique. Toutes ces choses-là me semblent essentielles et la France ne doit pas donner le signe du moindre retrait. Mais enfin, quand une taxe aujourd'hui, qui devait être une taxe mondiale, n'est mise en place que par moins d'une dizaine de pays et vise à poser les problèmes concurrentiels, le moins que l'on puisse faire, c'est se demander si l'assiette est la meilleure. Et moi, je pense que l'assiette, aujourd'hui, reposant sur les billets d'avion, à partir du moment où elle n'a pas été mise en place partout, n'est pas la meilleure assiette. Et donc, je souhaite en discuter. J'avais émis l'idée que ça puisse peser sur la grande distribution, en disant que le fait de financer la grande distribution quand on mange régulièrement, le développement quand on mange régulièrement, c'était quand même mieux que de le financer, le développement quand on voyage occasionnellement, et qu'il y avait là un rapport qui pouvait être plus direct. Bon, le gouvernement a choisi d'augmenter la taxe, mais dans le cadre de la précédente loi de finances, sans que ça bénéficie au secteur aérien. Il y a d'autres réflexions que je souhaite avancer, notamment sur les banques, notamment sur la question des assurances, mais je pense que cette assiette doit bouger. Mais quand ? Et c'est la prochaine loi de finances qui devrait, je pense, pouvoir discuter de cela. Et j'espère bien continuer à travailler dans le cadre de ce groupe qui se réunira maintenant de façon un peu informelle, mais pour suivre les propositions du rapport, j'espère bien continuer. Mais il y a d'autres mesures qui se mettent en place aujourd'hui au sein de la DGAC. J'ai demandé qu'il puisse y avoir la mise en place d'un groupe. Vous savez, moi, je connais dans mes cités les GIR, ces groupes qui ont été constitués de façon avec des compétences multiples pour essayer d'aller lutter contre le trafic souterrain, d'aller lutter contre l'économie de la drogue. Là, c'est différent. Mais enfin, quand il y a des compagnies qui ont des méthodes de voyous par rapport aux questions sociales, par rapport aux questions humaines, par rapport peut-être même à des questions qui touchent à la sûreté, bien, il faut arrêter d'être tout le temps en train de courir après. Parce que nous avons des procédures qui prennent trop de temps et qu'il nous faut mettre à la disposition de la DGAC des gens qui soient spécialistes sur les questions d'assurance, sur les questions d'affaires sociales, sur les questions de police, sur les questions pour que les procédures soient bâties plus vite d'infractions et puissent donner lieu très rapidement à des sanctions. Aujourd'hui, les procédures prennent beaucoup trop de temps. Ça, c'est les conditions de la concurrence. Donc ouais, moi j'ai confiance dans le fait que ces mesures seront mises en œuvre. Il y en a une sur laquelle je pense que l'État ne doit pas faiblir, c'est la question de la régulation de la relation entre les aéroports et les compagnies aériennes. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut penser que des aéroports puissent aller bien, même très bien, alors que des compagnies vont mal et certaines très mal. Les deux me semblent totalement liés. Alors c'est vrai que je fais une proposition qui est une proposition très de mal baisse. acceptée par ADP. Oui, mais je fais une proposition de baisse des redevances. Et au moment où j'ai formulé cette proposition, j'ai reçu un coup de téléphone. On m'a dit « Monsieur le député, faites attention, vous êtes en train de faire perdre 3,5 milliards à ADP ». Je regardais ce que j'avais dit quand même, parce que ça doit être très grave. Des propos qui visent à faire perdre 3,5 milliards à une société comme ça. Et j'ai simplement dit qu'il fallait maintenir, voire abaisser un peu le niveau de redevance. Je le maintiens. Et d'ailleurs, je pose une autre question souvent à mes interlocuteurs. Quelle serait demain la valeur d'une société qui gère les aéroports à Paris sans avion, sans avoir une compagnie nationale qui soit en position de force?
avec des avions qui petit à petit se déplaceraient, les uns à Dubaï, les autres à Doha, certains à Francfort, d'autres à Londres. C'est à ça qu'il faut réfléchir. Et donc la question que je pose, c'est d'une meilleure répartition dans la chaîne de valeur aujourd'hui. Et d'avoir des aéroports qui continuent à investir, ce qu'ADP fait très bien, qui continuent à faire en sorte que nous ayons des plateformes qui puissent concurrencier avec les meilleurs. Et en Europe, nous en avons besoin, notamment par rapport à cette pression dont je parlais de Francfort et de Londres, mais en même temps qui tiennent compte de la difficulté des compagnies et qui donnent elles aussi un signe en maîtrisant ces redevances, c'est-à-dire en les baissant dans le cadre du prochain contrat de régulation économique et ensuite en les faisant stagner pour les années suivantes. Très rapidement, justement, sur les aéroports, privatisation de Toulouse il y a quelques mois. Toulouse passait dans le giron chinois. Vous étiez pour, contre ? C'est la gestion, hein. C'est la gestion. Ces aéroports, on est bien d'accord. voilà. Oui. Je crois qu'il faut bien. Il y a eu une polémique autour. Je pense que c'est un sujet sur lequel il faut être attentif. Moi, j'essaye de regarder les exemples dans le monde, notamment l'exemple américain qui, à un moment, a permis quelque chose qui est très facile à comprendre sur la façon dont le capital est maîtrisé pour les aéroports, qui en font des infrastructures stratégiques. C'est des infrastructures stratégiques pour moi. Et nous avons eu un débat encore il y a quelques jours, parce qu'il n'y a pas simplement Toulouse. Il y a eu la loi proposée par Emmanuel Macron qui vise à ouvrir le capital des sociétés de gestion de l'aéroport de Nice et de l'aéroport de Lyon. Pour l'instant, cela ne me pose pas de problème parce que l'État garde aujourd'hui la maîtrise, parce que l'État garde la capacité de régulation. Et pour autant, s'agissant d'infrastructures stratégiques, je suis très prudent. Parce que je sais que quand on commence à mettre le doigt dans un processus, quelquefois on est tenté d'aller plus loin en se disant que les choses ne seront pas graves. Moi, je crois que l'avenir du pavillon français dépend étroitement de la relation qu'il va entretenir avec des plateformes, de la façon dont elles vont se développer sur du long terme. Parce que ce serait facile, vous savez, d'imaginer un développement régional d'un aéroport basé sur une compagnie, par exemple, qui serait étrangère. Ça pourrait durer sûrement quelques années, 2, 3, 4, 5 ans. Mais au bout du compte, il y aurait peut-être la tentation de faire partir les activités ailleurs, et d'un seul coup, ce serait l'appauvrissement. Donc voilà, je suis très prudent sur ces questions qui touchent, entre guillemets, à la privatisation des aéroports. Vous n'avez pas répondu à ma question. Sur Toulouse, vous étiez pour ou contre ce partenaire chinois? J'étais pour qu'il y ait cet appel d'offres qui soit lancé, et ensuite, une fois qu'il y a un appel d'offres, je n'ai pas à être pour ou contre. Je ne fais pas d'élite faciès. Parce qu'il y aurait une compagnie chinoise, qui d'ailleurs je me suis renseigné, puisque je suis aussi à l'Assemblée nationale président du groupe d'amitié France-Chine depuis très longtemps. Donc j'ai regardé. Il s'agit là plutôt d'une société qui investit, et donc qui investit pour avoir une rentabilité aussi, parce qu'elle pense, et je pense qu'elle a raison, que l'avenir de la plateforme est plutôt en situation positive, la plateforme de Toulouse. Bon, pour autant, voilà, je suis très prudent sur ces questions de privatisation. Très rapidement, Notre-Dame-des-Landes. Écoutez... Le processus suit son cours ? Le processus suit son cours. Il y a eu encore un rapport d'experts il y a quelque temps qui s'interrogeait sur... Moi, je suis là totalement sur la position du Premier ministre qui est de dire, compte tenu... On ira jusqu'au bout. Mais compte tenu de ce qui s'est passé, il faut épuiser tous les recours qui ont été déposés. Et forcément, compte tenu des débats, ne rien commencer avant que les recours soient épuisés. Mais une fois que les recours auront été épuisés, il y a une décision de l'État, une décision des collectivités qu'il faut bien entendu respecter et mettre en œuvre. Donc Notre-Dame-des-Landes verra le jour ? Je le pense, et même si je ne le pensais pas, je l'espère. Pour finir, un sujet de satisfaction, la France a enfin Dassault Aviation, a enfin réussi un contrat à l'export sur le Rafale avec l'Égypte. C'est une très belle nouvelle, et je dirais que c'est une très belle nouvelle pour Dassault, Thales et Safran. Parce que je veux lier les trois là-dedans. Il y a une équipe de France. L'équipe de France, elle ne s'arrête pas là d'ailleurs. Parce que s'il n'y avait pas eu la diplomatie française, le président de la République, le ministre des Armées, Jean-Yves Le Drian, je pense que depuis maintenant plusieurs mois, les choses sont jouées de façon très très intelligente. Mais j'espère surtout, parce que c'est un avion extraordinaire, je pense que c'est une chance pour l'armée égyptienne de pouvoir disposer de cet avion. Mais je voudrais que ce soit une chance pour l'armée indienne demain. Et je voudrais surtout que ce premier contrat à l'export apparaisse comme un déclencheur, fasse que petit à petit, on se dise, tiens, ça y est, cet avion qui volait d'ailleurs déjà dans le monde entier, soit en démonstration, soit en opération.
chacun a pu en tester en Libye, en Afghanistan. Voilà, chacun a pu en tester tous les aspects, mais j'espère que les discussions qui me semblent être au stade industriel, les questions de production qui se posent aujourd'hui en Inde, et je comprends bien que pour une société comme Dassault, il faille prendre toutes les assurances pour s'assurer que l'avion tel qu'il va être co-fabriqué entre les deux pays soit véritablement fait dans les meilleures conditions. Mais j'espère maintenant que nous allons aller très très vite parce que d'abord c'est important pour cet avion. Je pense que c'est la France qui va vivre aussi autour de sa technologie, de ses belles entreprises dans ces pays. Et puis parce que c'est un élément important pour l'exécution de la loi de programmation militaire. Elle est très tendue aujourd'hui dans notre pays et nous avions fait des projections à l'exportation qui sont en train de se mettre en route. C'est important pour nous ici aussi. Ce qui permettra d'alléger les achats français. Ce qui permettra d'alléger les achats français et puis surtout de faire en sorte que la tension de la ligne de production de l'entreprise puisse bien continuer. Et on sait très bien que la tension d'une ligne de production, la capacité à avoir du travail, c'est aussi la capacité à générer de la recherche, du développement, à imaginer l'amélioration du modèle, à travailler sur d'autres choses. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça nous met en tension les entreprises qui sont nos entreprises pilotes sur ce secteur et forcément, ça les met en position de participer encore plus à l'avenir. Merci Bruno Leroux. Merci.